Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir au sommaire du Canal Sport numéro de ce jour du football africain et la Confédération africaine de football qui déroule ses compétitions ce samedi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les Buffles du Borgou Football Club, représentant Bénin au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, se sont expliqués avec les Algériens du Mouloudia Club d'Alger, un but partout au coup de sifflet final. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, a suivi l'intégralité de la rencontre. Il est notre invité et le match, on tentera de le rejouer hors du rectangle vert du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. On fera le tour de certains stades africains. Nabil Yahou et le club nigérien Denimba Daba prennent une sérieuse option de qualif pour la manche suivante, autant que Marcelin Kouko, buteur, Shauna Shamsdine et Waris Saboki ont courbé les chines en terre équato-guinéenne. L'espoir de carnet noir, bien décidément, Diego Armando Maradona qui fait gagner à lui tout seul le mondial 86 à l'Argentine. C'était au Mexique et Pape Bouba Diop qui signe le premier but sénégalais à un mondial de football. C'était en 2002. Le monde du football pleure ces deux légendes. Eh bien, on en parlera dans un court instant. Le temps pour nous d'observer la toute petite transition qui vous repositionne. Chacun devant son poste téléviseur. Pour certains, c'est devant leur Android via le www.canal3television.com. Bienvenue à chacun et à tous. Voici pour vous votre émission Canal Sport. C'est bien du direct et ça dure 52 minutes. Et voilà qui nous installe, mesdames, messieurs, ravis de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. Michel Dussuyer, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Un plaisir pour nous de vous avoir avec nous dans nos studios. C'est pour ensemble passer 52 minutes et partager bien entendu des images et des commentaires relativement aux rencontres disputées ce week-end comme temps pour la première journée du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Eh bien, il y a un club béninois qui est en compétition. Ce sont les Buffles FC du Borgou qui se sont illustrés. C'était bien ce week-end. Samedi dernier, du côté du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, la rencontre, Michel, vous l'avez suivi. Elle s'est soldée par le score nul d'un but partout. Score surprenant pour vous en tant que sélectionneur? En tout cas, j'ai vu un bon match de la part des Buffles de Borgou. C'était pas évident face à un grand d'Afrique comme le Mouloudia d'Alger, qui a une capitale expérience de haut niveau. Et j'ai trouvé que les Buffles ont fait une bonne prestation en tout cas. Et ils ont su aussi poser des problèmes à cette équipe du Mouloudia. Donc là, c'est déjà une belle première manche qu'ils ont à disputer. Maintenant, on sait qu'ils ne sont pas favoris forcément pour la qualification et que le but marqué à l'extérieur par le Mouloudia d'Alger risque de peser dans la balance. Mais en tout cas, je pense qu'ils auront à cœur de jouer à fond leur carte là-bas à Alger. Ce qui est intéressant, un technicien ne préjuge pas d'une rencontre avant qu'elle ne se dispute. Sinon, eh bien, je dirais, au niveau du commun des mortels, la rencontre était partie pour être bien déséquilibrée, puisqu'en face, l'adversaire, c'est un gros calibre, vous l'avez dit, et tout à l'heure, c'est bientôt le centenaire pour ce club, pendant que les Buffles sont, je dirais, une formation qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, créé depuis 1977. Mais toujours est-il que, eh bien, en termes de rencontres, il faut non seulement interroger les statistiques, mais il faut aussi s'intéresser à ce qui a été réalisé à l'occasion de cette confrontation. Justement, les images nous sont proposées ici, Michel Dussuyer. Nous avons donc en blanc les Buffles FC du Borgou et puis en vert rouge les Algériens de Mouloudia. C'est d'ailleurs ici la faute qui serait consécutive, je dirais, au but qui a été marqué par les Algériens. On va rapidement suivre ce coup franc et vous me direz un peu quel aurait été le comportement de l'équipe des Buffles du Borgou sur ce coup de pied arrêté, Michel Dussuyer. Voilà le but qui a été marqué par les Mouloudéens. Un but à 0, on était à la 25e minute du jeu, et donc un peu avant donc, la fin de la première partie. Mais là, il y a une faute de main. Et ensuite, Michel, il y a eu donc le coup franc. Et dans la foulée, il y a eu le but. Vous, en tant que sélectionneur, partons déjà, je dirais, de la faute commise par ce joueur des Buffles du Borgou. Et ensuite, le coup franc qui a été exécuté et qui est donc à la base de ce but-là. C'est là où le capital expérience compte pour beaucoup. On voit que le joueur est libre de ses mouvements, il attend de faire une course, il n'y a personne qui l'accroche un petit peu, qui se met dans sa route pour l'empêcher de faire cette course
et qui lui permet après de placer ce coup de tête victorieux. Donc voilà, ce sont des détails. C'est dommage parce que prendre un but sur coup de pied arrêté, alors que c'est toujours quelque chose que l'on regrette après coup. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, cette équipe du Buffle, elle apprend. À travers ce match, elle doit retirer aussi pas mal d'éléments et ce coup de pied arrêté en fait partie. Et le coup de pied arrêté, justement, la réalisation va me permettre de revenir là-dessus. Vous êtes, pour ce que tout le monde sait, un gardien de but de métier. La barrière, justement, est-ce que vous la trouvez voilà, bien positionnée? Parce que là, nous avons un plus coup dans la barrière et le coup franc qui part de là. Et ça passe par le moins élancé au niveau donc, de ce mur-là. Est-ce que ça aussi n'a pas été à la base de quelque chose? Non, enfin, c'est vrai que c'est discutable de mettre deux joueurs alors que c'est pas un gaucher qui va frapper, c'est visible, donc c'est un petit peu discutable. Ça aurait fait un joueur de plus dans l'axe. Après, il y a deux façons de défendre. Là, les buts sont en individuel, vous le voyez, ils sont pas en zone, donc il est important dans ces cas-là de bien être au marquage sur chaque joueur. Et là, en l'occurrence, on a laissé prendre le joueur de Montlédia, on a laissé prendre sa course d'élan sans qu'il soit gêné en aucune façon et après ajuster son coup de tête. Et voilà, et donc on était à la 25e minute, le premier but a été marqué donc par les Mouloudéens. Il y a eu 20 minutes plus tard. Michel, comment vous avez apprécié la réaction des buts après le but encaissé? Bien, parce qu'ils sont revenus progressivement dans le match. Ça aurait pu être un coup dur psychologiquement d'encaisser comme ça un but sur coup de pied arrêté, mais ils ont su refaire surface et reprendre un petit peu confiance au fur et à mesure. Je pense que ça s'est matérialisé aussi sur la seconde mi-temps. Et justement, la seconde mi-temps, puisque le but égalisateur des Buffles est intervenu à la 70e minute, on reviendra justement sur ce but-là. 72e minute, bien entendu, avec quelques secondes de plus. Un but qui a semblé avoir été contesté dans la foulée par les Algériens. Fort heureusement, là, on nous montre le but au ralenti. Michel, dites-nous un peu, le but égalisateur des Buffles du Borgou. Bah, moi, visiblement, il était rentré. Je pense Oui. que là aussi, ça confirme un petit peu l'impression qu'on a eue sur le terrain. Oui. En tout cas, c'est un joli coup de tête et le joueur fait bien ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il croise sa tête de façon à la loger là d'où vient le centre. Tout à Donc, fait. ce qui peut prendre aussi le gardien un peu à contre-pied quand il n'est pas sur ses appuis. Et c'est un très très joli coup de tête. Un très joli coup de tête et ça fait un but partout était donc à la 72e minute, c'est un peu dans les 15-20 dernières minutes de cette confrontation. Après le but égalisateur, une pression beaucoup plus accentuée sur l'équipe algérienne, mais dans la foulée, c'est qu'il n'y a pas eu un second but. Mais que ça puisse passer, c'est la maladresse, c'est l'inefficacité, c'est l'inexpérience, bref. Comment on peut expliquer, je dirais, ces temps forts qui n'ont pas été véritablement bien concrétisés par les représentants béninois. Oui, ils ont quand même réussi à bousculer cette équipe. Le gardien a fait deux arrêts importants dans ce match-là. Donc, ils ont eu des opportunités. Ils ont essayé de pousser un peu plus. Après, il faisait chaud quand même pour les deux équipes. Et même pour les Buffs, ça a été difficile de finir ce match. Il y a des joueurs qui avaient des crampes. Et donc, c'est encore un peu plus compliqué. On veut essayer de forcer le destin et essayer de mettre sous pression cet adversaire, mais au niveau des jambes, c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est ce qui a peut-être empêché les Buffs d'aller presser encore un peu plus haut cette équipe de Mouloudia pour essayer d'accrocher la victoire. Et au-delà, donc, je dirais, de l'état collectif des joueurs, des individualités comme ça, Michel, qu'il faut relever dans la foulée de cette confrontation. Non, moi, je n'ai pas envie de distinguer quelqu'un. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était une belle performance collective que les Buffles nous ont servi aujourd'hui. Et c'est justement parce que tout le monde a été à son meilleur niveau et que ça a donné une prestation de qualité. Et en tout cas, une prestation je pense, qui a surpris aussi le Mouloudia. Il ne s'attendait pas à une opposition aussi forte. Vous avez entamé le doigt sur les coups de pied arrêtés. Justement, on commence par se projeter dans le match retour. Visiblement, un travail n'a pas été fait sur ce plan. Qu'est-ce qui, selon vous, en tant que sélectionneur, peut être fait dans l'intervalle de quelques trois jours avant donc, le match retour prévu pour se disputer du côté de l'Algérie? Les coups de pied arrêtés, oui, on les travaille régulièrement. Il faut essayer de corriger, mais évidemment, toutes ces petites erreurs qui sont commises. À partir du moment où on défend en marquage individuel et non pas en zone, mais il faut s'adapter à cette situation-là. Il faut empêcher les joueurs de pouvoir s'exprimer librement.
Donc voilà, il y a peut-être les retravailler encore une fois, parce qu'il y aura encore des coups de pied arrêtés là-bas à Alger, et ce serait dommage de remettre cette équipe d'Algérie algérienne dans le bon chemin avec un but sur coup de pied arrêté. Donc à Et, travailler, mais c'est surtout un état d'esprit. Il faut être concentré, il faut être rigoureux et il faut être agressif dans le bon sens du terme. oui, agressé dans le bon sens du terme. L'effectif des Buffs, quoique pas trop étoffé, parce que là, sur le banc de touche, on avait quelques 4 à 5 joueurs. La température, du moins le climat algérien, est-ce que ça ne sera pas de quelque chose, en termes, je dirais, d'éléments qui pèseraient beaucoup plus en faveur des Algériens que des Béninois qui ne sont pas habitués, je dirais, à ce climat-là? On s'acclimate plus facilement à une chaleur sèche qu'à une chaleur humide. Et je pense que c'est plus difficile et c'est ce qui fait un peu les difficultés pour les équipes du Maghreb, justement, de venir jouer en Afrique subsaharienne, parce que physiquement, ils ont quand même un petit peu de mal à s'adapter. Mais c'est plus facile dans le sens inverse. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ils vont jouer je sais pas, ils jouent l'après-midi, ça va dépendre du temps qu'il fera, mais c'est un petit peu de fraîcheur, donc c'est des bonnes conditions en tout cas pour s'exprimer pleinement physiquement, quoi. Et donc, jouable du côté de l'Algérie, les chances des Béninois. Peu importe, ils sont pas favoris, donc tout le monde attend le Mouloudia, donc à eux à jouer leur carte Quelques à moins de fond, hein. pression Bien du sûr, côté ils ont juste la pression de faire un bon match Exactement. et d'essayer de jouer leur chance à fond, quoi. Voilà. Jouer les chances à fond. C'est prévu pour dans quelques 4 jours, puisque si tout va bien, d'ici mercredi, ils vont s'envoler donc pour l'Algérie. Encore qu'on sait que bien, la Covid-19 en est pour beaucoup. Les vols du côté de l'Algérie, pour l'instant, je crois, en attendant d'être démenti ou que nous ayons des informations supplémentaires, c'est pas encore véritablement ça. De toutes les façons, eh bien, on essaie de mettre les petits plats dans les grands niveaux des buffles du Borgou pour donc espérer faire des déplacements. En attendant d'avoir plus de précision par rapport donc à cette expédition. De toutes les façons, on retient pour l'instant que la rencontre s'est soldée par le score d'un but partout ici, donc sur place du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Il n'était pas seul à être donc en compétition ce week-end. Il y avait plusieurs autres clubs africains qui jouent. On va s'intéresser aux clubs dans lesquels nous avons des Béninois, pour dire les choses comme ça, des internationaux d'ailleurs, puisque bien entendu, il y en a qui ont été déjà appelés plusieurs fois même en sélection nationale. Michel, vous avez certains des vôtres qui étaient sur les aires de jeu ce week-end. On va commencer par Marcelin Coupeau du côté de l'Algérie qui jouait donc ce week-end la manche allée du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Son club, le CR Belouizdad, s'est imposé par le score de 2-0. Michel, voici ici le chef-d'œuvre de Marcelin Coupeau. Commentaire, Michel? Il fait un très bon début de saison. Déjà, ce qu'il y a de bien avec Marcelin, c'est qu'il a franchi un palier en quittant, je dirais, un club moyen de la Tunisie pour rejoindre un club champion d'Algérie. Donc, la marche était déjà importante. Et puis, il fait un très bon début de saison. Il avait déjà marqué un joli but la semaine dernière et il confirme encore. On connaît ses capacités, justement, à s'infiltrer, à dribbler. Et il a des habiletés techniques, là. Il gère très bien la fin de son action en restant très, très lucide pour mettre ce ballon au fond. Et là, pour 3 rencontres officielles, il y a 3 buts, donc c'est le monsieur, un but par match. Et là, on revoit encore ce but marqué par Marcelin Coupeau. Et vous nous le faites dire, sa forme, elle est étincelante ces derniers temps. De toute façon, en termes de capacité technique, eh bien, Marcelin, il en a dans les jambes. Oui, il a des habiletés, il a des habiletés techniques, mais pas que. Il est aussi vif, il est aussi rapide. Donc c'est des atouts qui sont à mettre de son côté pour des postes d'attaquant, c'est très important. Voilà, de toute façon, c'est tout le bien ou tout le mal qu'on peut le souhaiter. Il n'était pas seul. Il y a également Nabil Yaro
que vous connaissez, qui était avec vous donc à l'occasion de la rencontre de retour du côté de Massero, c'était face au Lesotho. Nabil Yaro a disputé également 90 minutes avec le club nigérien Denimba Daba. Ils étaient en déplacement du côté du Burkina Faso pour y affronter le Haïmo. La rencontre s'est soldée par le score d'1-0 en faveur donc des visiteurs. Nous allons rapidement entendre Nabil Yaro, à qui nous avons essayé de poser quelques questions. Eh bien, on va suivre cette shot vidéo qu'il nous propose et puis on reviendra juste après pour débriefer, je dirais, la rencontre de Nabil Yaro. D'abord, je suis content. Je suis content d'abord de ma performance d'hier. Je n'avais pas droit à l'erreur. Voilà, en étant étranger et être titulaire parmi tant d'autres bons joueurs où vous avez un effectif de 40 joueurs, c'est pas facile. Voilà. Et je dirais simplement que dans l'ensemble c'était pas mal. C'était pas mal. Et parce qu'on était en face d'une équipe. On était en face d'une équipe qui était physiquement prête et qui était tactiquement en place. Qui jouait aussi à un système comme le nôtre. Voilà, c'est un peu ça, comme je le dis, c'est les 3 points qui comptent. Or, c'est Dieu qui nous a donné ces 3 points et on va mieux se préparer encore pour mieux faire chez nous à domicile, car rien n'est fait d'abord. Et tout simplement que bon voilà, dès mon arrivée à Enyimba au début bon c'était pas ça, c'était pas ce que je voulais, mais au fil du temps je me suis adapté et maintenant et ça va tranquille quoi, ça va. Ouais. Et lors des pré-saisons on a eu à jouer tant de matchs. Tout récemment on a livré un mini tournoi de mise en jambe où on a remporté le trophée encore. Et voilà. Il y a une bonne ambiance au sein du groupe. Les coachs, le staff médical, les joueurs, les vestiaires, ça s'anime en fait, ça s'anime. Il n'y a pas de lui il est étranger, lui n'est pas étranger. Vous voyez un peu quoi. En espérant devenir champion du championnat nigérien encore cette année. Voilà, à l'instant donc, Nabil Yaro qui était le seul étranger dans l'effectif de 11 de départ avec Enyimba qui était donc du côté de Ouagadougou. Eh bien, la vidéo, nous l'avons eue de lui alors qu'il était encore du côté de l'aéroport de Ouagadougou. Michel Dussier, deux de vos joueurs. On a vu tout à l'heure Marcelin Coupeau. Et là, à l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas le match de Nabil Yaro, mais nous avons essayé quand même de lui arracher quelques mots quant à sa prestation. Et puis, je dirais, sa nouvelle vie avec Enyimba et Daba du Nigeria. Ben, pour lui aussi, ça démarre bien. C'est jamais évident parce que Enyimba est un grand club en Afrique, mais pas seulement au Nigeria. Je pense que sur le plan continental, ils ont eu aussi une belle carrière, en tout cas. Ils sont capables d'aller loin dans la compétition, ils sont capables de durer, ils sont capables d'être très présents aussi dans le championnat du Nigeria. Ils visent le titre. Donc, forcément, la marche était un petit peu plus haute et Nabil a su s'adapter et il a su gagner des galons de titulaire. Et donc, il est bien parti en tout cas. Maintenant, il faut confirmer ça match après match. Match après match. 3 Béninois étaient du côté de la Guinée équatoriale avec Konangui face à l'Atlético Petroles d'Angola. Shamsdine Chaouna et Waris Aboki étaient tous deux titulaires. Mais l'attaquant Waris est sorti après 45 minutes alors que le défenseur Shamsdine Chaouna a terminé la rencontre. Quant au troisième, Hospice à Romadigbe, il était absent pour des raisons de blessure. Konangui s'est incliné par le score d'1-0. Des images, c'est vrai qu'on ne les a pas également, mais Shamsdine Chaouna et Michel, c'est un garçon à qui vous avez donné la chance ici à l'occasion, je dirais, de certaines rencontres de l'équipe nationale. C'est vrai qu'entre-temps, eh bien, il y a eu comme un coup de mou, mais là, il essaie de se relever, là, Michel.
Oui, après, le championnat équato-guinéen n'est quand même pas au niveau du championnat nigérian ou Nigérien, du oui. championnat algérien. Donc, mais pour eux, l'important, c'est de pouvoir s'exprimer et de jouer dans des bons clubs et dans des bonnes conditions et d'essayer à travers la compétition de cette Coupe d'Afrique, de se montrer un peu. Bon, c'est mal engagé avec ce résultat, mais en tout cas, c'est aussi pour eux un capital expérience supplémentaire. C'est jamais facile de s'expatrier, d'aller travailler à l'étranger dans un club. Il faut gagner sa place, il faut arriver à s'intégrer. Donc voilà, ce sont toujours des expériences qui enrichissent ces joueurs. Voilà, des expériences qui enrichissent ces joueurs. Et donc, vous l'avez constaté, on a presque 4 ou 5 joueurs qui étaient donc en compétition africaine ce week-end. On a fait le point avec d'abord les Buffles qui jouaient donc les Algériens du Mouloudia Club d'Alger. Rencontre soldée par le score d'1-0. Rencontre retour prévu pour cette semaine, le mercredi, si tout va bien. En attendant que nous ayons donc les nouvelles évolutions quant à ce déplacement, eh bien, retenez que les Buffles jouent donc le match retour du côté de l'Algérie. De toutes les façons, on suivra de très près pour vous ce qu'il en sera bien, de la manche retour de la première fenêtre des éliminatoires préliminaires donc, de la Ligue africaine des champions. On va souffler une toute petite, quelques petites secondes. On reviendra pour cette fois-ci commencer par nous intéresser à ce qu'a été, je dirais, la performance. C'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière. Bien, Michel, bien, avec vous aujourd'hui, bien, on reviendra sur le nul des écureuils du Bénin et puis, bien, comment se prépare pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Le Bénin jouera courant la fin du mois de mars 2021 contre le Nigeria. Ce sera l'occasion de la 5e journée de cette compétition. Bien, Michel nous dira dans un instant comment est-ce qu'on se prépare et ce qu'a été la performance, ce qui n'a pas marché pour certains. Donc, en ce qui concerne, je dirais, le nul concédé ou ramené par les écureuils du Bénin en déplacement du côté de Massiro. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, on revient donc sur le plateau avec Michel. Vous étiez, voilà, du côté de Massirou dans le cadre de la rencontre retour de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Le Bénin est rentré avec le point du nul. Mais bon, il y avait je dirais une euphorie de victoire au match aller au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Et donc, nombreux attendaient que le Bénin se comporte mieux à l'occasion de la manche de retour et donc se repositionner confortablement dans son fauteuil pour les qualifs de la CAN Cameroun 2022. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu un but partout. Pour certains, c'est une contre-performance. Pour vous, Michel, c'était quoi? C'est pas une contre-performance que quand on va chercher un point à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. Je le dis toujours, les matchs de Coupe d'Afrique sont toujours des matchs difficiles et les points à prendre, il faut vraiment se battre pour aller les chercher. Donc, et puis je dis aussi que cette équipe du Lesotho, elle sait aussi défendre, elle sait aussi se positionner. Elle a embêté par le passé d'autres équipes et elle en embêtera encore d'autres après nous. Donc après, bien sûr on est déçu parce qu'on souhaitait quand même prendre les 6 points sur les 2 confrontations. Malheureusement, on n'a pas été suffisamment créatif et suffisamment dangereux, notamment en seconde mi-temps, pour dire d'aller chercher ces 3 points. Vous êtes sélectionné, donc vous êtes beaucoup plus le technicien le mieux averti. Pour des Béninois qui attendaient donc une victoire des écureuils du Bénin, c'était estimé que Michel, le 11 de départ, n'était pas véritablement celui qui permettait, bien entendu, d'engranger 3 points du côté de Massero. Dites-nous un peu le choix qui a été fait, parce que différent de celui du match aller au stade Charles de Gaulle de Porto Novo.
Il y a de nouvelles entrées, il y a eu Oui, des personnes qui il y a apparemment 3 ont joueurs. performé, tel qu'un certain Matteo Harlenvi. Mais bon, on l'attendait, on ne l'a pas vu. Dans le 11 de départ, du côté de Maseru, on a trouvé peut-être limite le retour d'un certain Michael Poté. Je vous rapporte un peu les commentaires qui ont été lus un peu partout avant que vous ne rentriez à Cotonou. Comment est-ce que vous répondez, je dirais, à ces inquiétudes voilà, de vos fans? Non, c'est clair que bon, Michael Poté n'a pas eu le rendement qui est le sien habituellement. Il a eu du mal, un peu comme toute l'équipe d'ailleurs, mais encore plus quand on est un petit peu grand comme il l'est. Il a eu du mal à s'adapter à cette pelouse, ce terrain synthétique de Maseru. Je pense qu'au niveau technique, ça nous a quand même assez contrarié. Après, je ne veux pas rentrer dans les discussions des uns et des autres. C'est vrai que voilà, sa prestation n'avait pas été la meilleure qu'il ait eu à faire. C'est clair. Après, concernant Matteo Alinvi, il a vécu sa première expérience sur le continent. C'était son premier match lors de la manche allée. Il a fait de bonnes choses lors de cette mi-temps. Il a montré ses habiletés techniques et il est capable de faire. Maintenant, le football africain est très exigeant en termes d'impact, en termes d'intensité physique. On s'attendait aussi à un match où les autos allaient aussi quand même chercher à asseoir un petit combat athlétique. Donc Jérôme aussi, qui est aussi un bon joueur, qui est capable de bien faire. Je pense il a déjà démontré, avait sa chance sur ce match-là. À Cotonou, il y a eu un but à zéro, but de Jodel Dossou. Pas très inspiré au match retour. Qu'est-ce qui a pu se passer avec Jodel? Ouais, je l'ai dit, c'est un petit peu à l'image de tous les garçons. On a manqué de créativité dans les 30 derniers mètres. On a plutôt maîtrisé collectivement notre sujet. Il était important de ne pas se faire contrer aussi par cette équipe, de ne pas être en déséquilibre et parce que c'est une équipe qui misait beaucoup sur les contre-attaques et sur les coups de pied arrêtés. C'était leur créneau. Donc il était important pour nous de rester équilibré. Et puis, ben, quand on joue contre une équipe qui joue regroupée devant son but, il faut aller essayer dans les 30 derniers mètres de faire des différences. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire tout au long de ce match. Oui, visiblement, le Lesotho s'est retrouvé dans un format qui était le vôtre, parce que là, ça défendait beaucoup plus. C'est ce qu'on a beaucoup plus reconnu au Bénin. Et visiblement, vous n'avez pas trouvé, je dirais, la procède pour pouvoir faire bouger les lignes face à cette formation. Là, Après, c'est des questions d'inspiration. Quand vous jouez contre une équipe comme ça qui est regroupée, qui joue avec 3 défenseurs centraux, une ligne de 5 derrière, et puis tout le monde qui travaille beaucoup, ils ont beaucoup couru, ils ont beaucoup essayé de nous contrarier. On va essayer de chercher les espaces là où ils sont, c'est-à-dire sur les côtés. Et voilà, on n'a pas suffisamment été précis aussi dans nos centres. On n'a pas été suffisamment créatif dans les 30 derniers mètres. On n'a pas été suffisamment dans les initiatives individuelles aussi pour dire de faire des différences. Voilà, c'était pas un bon jour pour nos attaquants. Et on a buté sur cette équipe du Lesotho. vous n'avez pas travaillé dans ce sens, parce qu'il y a quand même eu un match aller à Cotonou. Bien sûr, Ça aurait travaille pu quand toujours. même permettre aux sélectionneurs de trouver, je dirais, les formules qui s'imposent face à une formation qui désormais se retrouve dans un format qui est le vôtre, c'est-à-dire défendre. Qu'est-ce que ça peut se passer? Le temps était court, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais après, c'est le rendement des joueurs qui compte. Là, on a travaillé entre les deux matchs. On peut pas travailler, quoi, parce qu'on récupère et on voyage, et puis c'est déjà la veille du match. Donc c'est déjà très très court de se dire qu'on va faire un travail de fond. Donc le travail, il est fait en amont. Il est fait à travers les deux matchs que l'on doit disputer contre cet adversaire, dont on sait que c'est une équipe qui va essayer de nous poser des problèmes, qui va essayer de bien défendre. Après, voilà, il y a une inspiration, Jodel a une inspiration au match aller, c'est un petit peu symptomatique de ce qu'il faut faire dans ce genre de match-là. Bien animer les côtés, sur le premier match, on a eu des opportunités aussi sur des centres. Steve a eu deux belles occasions de la tête, notamment même 3. Voilà ce qu'on n'a pas su refaire à Maseru. On n'a pas su remettre ça en place. On n'a pas su être assez précis aussi sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est quelque chose qui
qui est capable de nous faire basculer une rencontre, de nous permettre de passer devant. Malheureusement, on n'a pas bien géré aussi cette partie-là. Le Bénin ne marque pas beaucoup, n'encaisse pas beaucoup. L'identité du jeu du Bénin de plus en plus semble être une identité défensive. Ce reproche vous est fait, Michel. Quand est-ce qu'ils seront libérés, les joueurs? On peut faire tous les reproches qu'on veut. Après, ce qui compte, c'est d'être efficace, quoi. Voilà. Après, je conçois que les gens parlent, que chacun ait son analyse. Moi, mon analyse de technicien, c'est que j'essaie d'obtenir des résultats avec mon équipe et j'essaie de construire aussi une équipe qui mette en exergue tous les joueurs qui évoluent actuellement au plus haut niveau. Il ne faut pas oublier aussi que sur cette confrontation-là, il nous manquait des éléments importants, puisque ni Sebio, ni Olivier, ni Jordan n'étaient là. Stéphane, on sait qu'il n'était pas là malheureusement pour ce match-là. Voilà, il nous manquait certains éléments. Après, c'est jamais facile de jouer contre des équipes qui sont regroupées. On avait déjà eu cette problématique lors de la CAN contre la Guinée-Bissau. Donc voilà. Après, on a gagné contre la Sierra Leone, on a gagné contre les Lesotho, on a pris les points à la maison. Ce qui est important, c'est dans ces éliminatoires, c'est de prendre des points, c'est d'avancer et de se positionner pour jouer la qualification. Aujourd'hui, on est à 2 journées de la fin et 4 points d'avance sur le 3e. Donc on est bien positionné, c'est ce qui est le plus important. De toute façon, on parlera de la suite de cette compétition, mais toujours parlant de votre effectif, vous avez quand même des jeunes que vous utilisez pas suffisamment. Un certain Rodrigue, un certain Tidiane, ils n'ont pas encore complètement bien convaincu, c'est ça? Pourtant, vous le faites souvent appel. Si on fait, oui, je fais souvent appel. Mais ce qui est important pour ces jeunes joueurs, c'est de regarder pour demain. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire jouer à tous les matchs. Rodrigue aussi n'a pas repris le championnat en Tunisie. Et donc, voilà, il manque aussi un petit peu de rythme. Ce sont des joueurs qui sont Tidjani marque. Anan a marqué 2 buts là après ce week-end. Ouais. Et c'est bien, je suis content pour lui parce que ça lui permet aussi de franchir des paliers avec son club. Maintenant, ceux qui ont joué, c'est facile de refaire les compositions d'équipe après le match. C'est tellement facile. Oui. Mais en fait, rien ne prouve qu'ils auraient pu s'exprimer au mieux. En tout cas, moi, chaque fois que je fais cette composition d'équipe, je tiens compte de beaucoup de paramètres qui est l'antériorité, c'est-à-dire est-ce que les joueurs ont du temps de jeu dans leur club, est-ce qu'ils sont performants, et puis j'essaie de construire j'ai déjà une idée de mon équipe avant le regroupement, et puis j'affine ça aussi lors des séances d'entraînement. Si je vois qu'un joueur montre quelque chose, ça a été le cas par exemple pour Chabel, qui a montré des choses à l'entraînement et qui m'a donné envie de l'aligner. Voilà, déçu par sa prestation au match retour malheureusement, il est ressorti sur blessure assez rapidement, et puis lui aussi, par rapport au terrain, ça a été un peu difficile, vous l'avez vu, quoi. Il veut, à un moment donné, sur un terrain en herbe, il fait un geste juste, il laisse passer le ballon, il va le récupérer derrière, mais bon, ça va trop vite sur un terrain synthétique, donc voilà, il y a eu un petit peu, ça a été moins intéressant que sa rentrée à Porto Novo, mais en tout cas, bon, ce sont des jeunes qui sont là, chaque fois qu'ils viennent à l'équipe nationale, ils passent une semaine aussi avec nous, voire 10 jours, et je pense qu'ils en retirent quelque chose, on les prépare pour la suite, quoi. Et quel est le discours que vous leur tenez souvent? Je ne suis pas Tidjani, je ne suis pas Rodrigue. Mais est-ce que vous ne sentez pas que ça joue un peu démoralisant? Je ne sais pas trop. Je pose la question comme ça un peu sur la psychologie des joueurs. Parce que non, oui, tout est affaire de confiance. Je veux dire, moi je parle beaucoup avec eux. À chaque fois, on débriefe un petit peu leurs prestations dans les clubs. J'essaie de les conseiller aussi sur leur marge de progression. Donc on essaye de les faire progresser, de les faire avancer. Maintenant, voilà, il y a un contexte qui fait que on prépare un match, on a un match à enjeu qui est à jouer, donc il est important d'aligner une équipe qui soit la plus compétitive possible pour nous donner le meilleur résultat possible. Et justement, là, on va maintenant nous intéresser et on va projeter les écureuils du Bénin dans le cadre des rencontres de la 5e journée, puisqu'on joue
le Nigeria à domicile. On sera en déplacement pour la dernière journée du côté de Freetown pour y affronter la Sierra Leone dans cette poule. Le Nigeria donc reste leader, suivi du Bénin. Un seul point entre le Nigeria et le Bénin. Et juste après, on retrouve donc la Sierra Leone visiblement dans cette poule. Eh bien, rien n'est définitivement encore plié pour aucune des trois formations prétendantes donc à un qualif pour la compétition prochaine. C'est dans cette, je dirais, dans cette ambiance et dans ce défi, dans ce challenge à relever par chacune des trois équipes que le Bénin jouera le Nigeria. Ce sera fin mars 2021. Le Bénin, comment est-ce qu'on prépare cette rencontre? C'est vrai qu'il y a encore du temps, mais en même temps, il y a la Covid qui n'a pas encore dit son dernier mot. Michel, comment est-ce qu'elle se prépare cette confrontation? Est-ce que le championnat va reprendre? Est-ce qu'on va toujours continuer par colmater les brèches? Est-ce que CC va retrouver finalement un club? Est-ce qu'on va libérer en son temps encore un certain Sebio Soukou? Est-ce qu'il aura tellement d'opposition? Du moins, comment est-ce que Michel se prépare J'ai pas la réponse aujourd'hui. J'aimerais bien, tout le monde aimerait bien savoir quand est-ce que va finir le Covid. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde que ça soit assez rapidement parce que cette épidémie fait beaucoup de dégâts et elle cause beaucoup de problèmes évidemment. Donc on sera tous heureux quand elle sera finie, c'est clair, pour retrouver une vie entre guillemets normale. Oui, tout à fait. Après, voilà, concernant l'approche du match, c'est vrai qu'on navigue un petit peu à vue. On ne sait pas la vérité d'aujourd'hui, on la connaît. Celle du mois de mars, on ne la connaît pas encore. Tout ce que j'espère, c'est que la pandémie va se ralentir en tout cas et puis qu'on ne sera pas confronté aux mêmes problématiques qu'on a pu rencontrer cette fois-ci avec des cas de Covid. C'était le cas d'Olivier Verdon ou des clubs qui ont bloqué les joueurs. Ça a été le cas de Soukou et d'Adeoti. Donc j'espère qu'il n'y aura pas cette problématique-là qui se produira en mars. Après, d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Il y a 4 mois, c'est court et c'est long à la fois. On va suivre évidemment, comme je le fais tout le temps, les performances des joueurs dans leur club, en espérant surtout une chose, c'est que tout le monde soit sur le pont et prêt pour le mois de mars, qu'on soit épargné par les blessures. J'espère aussi que Stéphane aura retrouvé un club durant le mercato d'hiver, et de façon à ce qu'on puisse vraiment compter sur lui pour ce rendez-vous du mois de mars, parce que ce sera des rendez-vous importants. On aura à cœur de chercher la qualification contre cette équipe du Nigeria. On est à Cotonou. J'espère que le stade de l'Amitié sera opérationnel pour ce match-là. Et voilà, sur nos terres, on sait ce qu'on est capable aussi de faire. Et ce que les autres sont capables aussi de faire, parce que le Nigeria aussi jouera sa qualif à Cotonou à l'occasion de cette 5e journée. Oui. Bon, après, ils reçoivent, est-ce qu'on n'a pas de raison? Ils reçoivent les autos. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on n'a pas des raisons de craindre un peu? Parce que là, ça fait limite là. Le Nigeria est là, nous-mêmes sommes là, et le Bénin donc, et donc le Lesotho aussi. Que dis-je? La Sierra Leone aussi se repositionne. Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Michel rassure, je dirais, de ce défi, ce gros à relever pour une qualif consécutive à la prochaine CAN, c'est ça? Ça fait combien d'années que le Bénin s'est pas retrouvé à 2 journées de la fin avec 4 points d'avance sur le 3e? Ça fait combien d'années? Et donc, sur ça, vous restez confiant, Michel, c'est ça? Mais bien sûr, bien sûr. Après, voilà, on sait qu'on a un gros match à jouer contre le Nigeria. On espère se qualifier sur cette 5e journée. Maintenant, s'il faut aller chercher la qualification en Sierra Leone, on se battra aussi pour aller la chercher. Moi, j'ai confiance dans mon groupe. C'est que Michel joue jusqu'à la dernière journée. Pardon? Vous jouez jusqu'à la dernière journée? Ça dépend. Peut-être qu'on sera qualifié le soir du match contre le Nigeria. Le scénario pour l'instant, c'est qu'on a 4 points d'avance, je l'ai dit. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on perde les 2 matchs, que les équipes qui nous suivent gagnent leurs 2 matchs. Les 2 matchs. Donc je préfère être à ma place qu'à la leur. Les calculs d'épicerie, et on aurait pu l'éviter si entre-temps on arrivait à s'imposer. De toute façon, même avec 2 points de plus, on ne serait pas mathématiquement qualifié. Et donc du coup, il faut qu'on ne continue pas cravacher jusqu'à la dernière journée. Le Nigeria donc à la 5e, et puis la Sierra Leone à la dernière, ce sera du côté de Freetown. C'est bien ça, Michel? Ouais. Et donc du coup, on n'a pas de raison de trop nous inquiéter. Il faut être rassuré, il faut continuer à travailler. Il faut aborder ces 2 matchs avec beaucoup de sérieux, évidemment. En termes d'organisation, en termes de logistique, il faut qu'on soit dans de bonnes conditions. Après, voilà, j'ai confiance dans mon groupe, je sais ce qu'ils sont capables de faire, je sais qu'ils sont capables de rivaliser avec cette équipe du Nigeria, je sais qu'ils sont capables d'aller lutter aussi dans des conditions difficiles à Freetown. Je sais tout ça, quoi. Moi, j'ai confiance dans mon groupe. Et
Après, maintenant, les matchs, il faut les jouer. On ne les joue pas à l'avance, on les joue au moment opportun. Est-ce qu'il faut continuer la détection des joueurs? Est-ce que La le groupe détection, aujourd'hui, c'est, elle est-ce que dure c'est, tout le temps. est-ce que c'est pas suffisant là? Vous avez quand même un effectif. Oui, mais je regarde toujours pour la suite. Je ne sais pas combien de temps je vais rester au Bénin. Mais en tout cas, je sais que j'essaye d'anticiper sur, sur des joueurs qui peuvent être susceptibles petit à petit de venir étoffer cette équipe-là du Bénin et d'apporter évidemment leur qualité et puis leur jeunesse, parce que ce sont des joueurs qui ont un avenir devant eux. On espère en tout cas qu'ils vont confirmer les attentes que l'on place sur eux. Et voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà, pour certains d'entre eux, un petit background comme ça, de venir à l'intérieur de l'équipe nationale et travailler. Leur tour viendra en son temps, quoi. Un mot rapidement, ça va être certainement l'une des dernières préoccupations relativement donc, à cette sélection nationale. Saturnin Alagbé avec son club, voilà, doublé depuis quelques journées. Vous échangez toujours par rapport, je dirais, au... Oui, bien sûr que j'ai parlé avec Saturnin, ce qu'il vit, bon, il est passé un petit peu du rêve au cauchemar. J'ai eu l'occasion de voir tous ces matchs avec Dijon. C'est vrai qu'on a senti un petit peu de fébrilité chez lui. Il faisait des petites fautes à chaque match, donc c'était pas le Saturnin que l'on connaît. C'est pas facile. Et je pense que le club n'a pas aidé foncièrement en le faisant jouer comme ça, sans s'entraîner avec son équipe et en le bombardant comme ça sur un premier match à Bordeaux. Et c'est un petit peu la loterie, quoi. Si ça se passe bien, ben, tant mieux, mais si ça se passe pas bien, ben, ça plombe un petit peu la confiance. Et c'est ce qui s'est passé avec Saturnin. Derrière, il a eu du mal à se remettre de ce premier match. Et quand vous êtes gardien, encore plus que tout autre joueur, à part aussi les attaquants, le capital confiance, il est énorme, quoi. Si vous doutez un tout petit peu, vous vous mettez tout de suite dans la difficulté. Et c'est là, ça appelle un petit peu les erreurs, ça appelle un petit peu les fautes. Maintenant, il reste du temps. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer avec Dijon. Pour l'instant, il y a un jeune qui est là, qui joue. Il est temps pour Saturnin surtout de reprendre confiance à l'entraînement avec son groupe, de montrer aussi sur les entraînements qu'il est là et qu'il est performant et qu'il est meilleur que l'autre. Après, c'est jamais facile quand on est gardien de but parce qu'il n'y a qu'une place. Exactement. Et il faut attendre que l'autre soit moins bon ou qu'il se blesse ou qu'il soit expulsé, ce qui est plutôt rare pour les gardiens. Donc en fait, c'est toujours un petit peu compliqué, mais ça passe par le travail à l'entraînement et surtout qu'il prenne ses marques au sein du club et qu'il montre ces qualités que l'on connaît. Est-ce que le choix, il ne l'aurait pas fait? Il aurait dû... S'il restait à Niort, qu'on ne serait pas... C'est comme... Là aussi, c'est comme de la loterie, c'est ça? À la base, c'était une promotion pour lui, passer de la Ligue 2, passer à la Ligue 1, dans un club qui avait la pression parce qu'il y avait des mauvais résultats, mais c'est pas un club qui va chercher des ambitions avec en fin de saison. Leur objectif à eux, c'est le maintien. Donc c'était une bonne transition, c'était une bonne destination pour moi. Malheureusement, ça s'est pas bien commencé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette situation. Mais comme je l'ai dit, en tout cas, il reste des mois, en tout cas, pour que Saturnin puisse inverser la tendance et s'imposer là-bas à Dijon. De toutes les façons, il reste des mois. Il reste aussi des mois pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Michel rassure que le groupe restera de toute façon serein. Michel est très serein. Et ça, c'est ce qu'on retient. Je dirais des inquiétudes qui peuvent se lier, qui peuvent se dessiner d'un peu partout, puisque bien, nombreux auraient espéré que la qualif soit donc du côté plutôt qu'on consolide notre seconde ou peut-être qu'on arrache la première place avant donc les rencontres de la 5e et de la 6e journée. Ce n'est pas encore grave. Eh bien, la qualif se jouera jusqu'à la dernière journée, si possible. L'émission, elle se poursuit. Et là, nous allons aborder la dernière ligne droite, puisque nous avons encore 7 bonnes minutes à passer ensemble avec Michel. Et là, nous allons ouvrir. Malheureusement, depuis 3 émissions, eh bien, on finit souvent par des notes, par des carnets noirs. C'était comme ça lors de la première émission de la saison nouvelle. La seconde émission
de la saison nouvelle, c'est la même chose. Et cette fois-ci encore, eh bien, on va se séparer avec des carnets noirs. Diego Armando Maradona, Michel, est décédé à l'âge de 60 ans. C'était mercredi dernier. Oui, ça a été un choc pour tout le monde, évidemment, même s'il y avait des ennuis de santé, on savait qu'il avait subi une opération assez lourde, donc il y avait des inquiétudes, mais voilà, c'est un choc, je pense que pour tous les gens de ma génération, notamment, qui ont les souvenirs de ces prestations avec l'équipe d'Argentine, et notamment, évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 86, où il a été déterminant dans la victoire finale de l'Argentine, mais également aussi son passage à Naples avec des titres de champion d'Italie, une coupe de l'UEFA, voilà, ça a marqué fortement les esprits de tout le monde, particulièrement évidemment des Italiens du Sud et particulièrement des Argentins, mais je pense que c'était un joueur qui a su émerveiller le monde entier par son talent, quoi. Par son temps, mais malheureusement, il y a aussi l'autre côté de Diego Armando Maradona, la drogue, la femme, l'alcool, tout ce qu'il y a autour. Est-ce que ça a eu raison un peu, je dirais, de tout ce que l'homme a représenté durant son existence terrestre? Je pense qu'en tout cas, il est ce qu'il a été, quoi. Ouais. Avec ce qu'il y a de bon chez un homme et ce qu'il peut y avoir de moins bon chez un homme. Mais c'est lui, c'est dans son entièreté et il faut le prendre tel qu'il est. Où on dit, on reconnaît la valeur du joueur, bah, peut-être qu'on reconnaîtra moins la valeur de l'homme, mais en tout cas, sur un terrain, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui a su procurer du plaisir à plein de gens, émerveiller plein de gens qui le regardaient jouer. C'était un régal, quoi. Tout un régal, hein. Voilà l'un de ces joueurs qui a fait l'unanimité en termes, je dirais, de performance, de qualité de jeu, tout ce qu'il y a autour. On a rappelé sa main de Dieu, la fameuse main, qui retourne finalement à Dieu, Michel. Oui. Le gardien de but que vous avez été, plus le gardien, il a vraiment vu la main. Oui, il a vraiment vu, c'est clair que bon, voilà, heureusement que entre guillemets, il a un tout petit peu rattrapé ça par un deuxième but qui était absolument fabuleux, quoi. Où il part de sa moitié de terrain, il va dribbler tout le monde. Et il marque ce second but, ça a un petit peu gommé justement cette main, cette tricherie. Après, voilà, ça a été un compétiteur aussi. Et des fois, les compétiteurs, ils n'hésitent pas à utiliser un petit peu de moyens illicites. La triche aussi. Voilà, donc voilà, mais bon, il a eu la chance, et l'équipe d'Argentine a eu la chance qu'il n'y ait pas le VAR à l'époque. Ah oui, exactement. Il y avait pas et que beaucoup d'arbitres aient été, on va dire, parce que bon, que l'arbitre central ne le voit pas, mais le juge de touche aurait dû voir quand même, à mon sens. Donc forcément, il y a des erreurs d'arbitrage. Ça a rigolé ce jour-là pour l'Argentine au détriment de l'Angleterre. Mais bon, c'est aussi dans l'histoire du football, et des fautes grossières d'arbitrage, il y en a eu d'autres. Et voilà. Et il n'est pas le seul joueur. Notamment l'Angleterre en 66, quand il gagne la Coupe du Monde. Tout à fait. Le troisième but qui était pas rentré et qui a été accordé. Il n'est pas le seul qu'on pleure, hein. Cette semaine, il y a un autre. C'est un Sénégalais, c'est bien, Pape Bouba Diop. Il est décédé ce dimanche à 42 ans, alors qu'il est à un mois environ de sa 43e bougie, puisqu'il est né le 28 janvier 1978. Pape Bouba Diop, pour le présenter ainsi, on retiendra que c'est lui qui a été l'auteur du but du Sénégal face à la France. C'était au Mondial 2002, co-organisé par la Corée et le Japon. Michel, lui également est passé de vie à trépas. Il est décédé ce dimanche, le géant Pape Bouba Diop. Ouais, une force de la nature. Donc c'est vraiment triste de le voir quitter aussi précocement la vie, quoi, parce que 42 ans, c'est pas un âge pour partir. Et voilà, c'est aussi choquant, voilà, de voir partir un gars qui était sur le terrain il n'y a pas si longtemps, et que j'ai dit c'était une force de la nature, donc on peut pas imaginer qu'il puisse arriver quelque chose à des garçons comme ça. Ouais. Après, voilà, c'est écrit comme ça. On va garder de lui évidemment ce but contre la France, qui permet au Sénégal de gagner en Coupe du Monde 2002 contre le champion en titre. Mais on va garder aussi l'homme et son parcours et sa carrière, parce qu'il a été aussi un grand joueur. Il a
dans son club et aussi en sélection. Donc, voilà. Il est passé par Lens, il a pris par Fulham, il a pris par Portsmouth, bien entendu, avant de repartir du côté donc, de l'AEK Athènes. Eh ben bon, il était encore sur les aides jusqu'à 2010-2012 par là. Bon, la maladie qu'il a emportée, c'est bien le Charcot. Ça fait un peu, comme l'avait dit, triste destin pour lui. Parce que géant sportif, on n'aurait pas espéré qu'il se fasse, ou bien qu'il soit emporté par cette maladie. Mais bien malheureusement, comme le diraient les Anglais, life goes on. Pabouba Diop donc, est parti, et plus présent donc avec le Sénégal. Le Sénégal pleure ce monsieur-là, ça c'est une évidence, parce que l'histoire retiendra qu'en dehors même du but qu'il a marqué contre la France, et qu'il a fini meilleur buteur du Sénégal à l'occasion de ce mondial-là. Oui, puis il n'y a pas que la Coupe du Monde, il y a aussi tout le parcours qu'ils ont eu avant et l'aventure qu'ils ont vécue aussi en Coupe d'Afrique, et puis par la suite également, quoi. Il a toujours été présent en équipe nationale, et il a amené beaucoup à cette équipe nationale par sa présence athlétique, par son impact physique. Voilà, c'était un joueur qui était impressionnant sur un terrain, et qui était aussi un très bon joueur. Voilà, les deux carnets noirs, on les referme. Diego Armando Maradona, Pabouba Diop, on va simplement le souhaiter un repos éternel. C'est déjà faire du côté donc, de l'Argentine. On a vu un peu l'ambiance qui a pris à l'occasion des obsèques de Diego Armando Maradona. Pabouba Diop, c'est un musulman, et donc je crois savoir que lui également, eh bien, ce serait déjà terminé. L'inhumation certainement aurait déjà eu lieu du côté donc, puisque moi en France, je ne sais pas où est-ce qu'il aurait été enterré. De toutes les façons, on va leur souhaiter un repos éternel et présenter nos sincères condoléances à toute la famille du football mondial, du football africain, notamment donc du Sénégal. Nous sommes pratiquement donc en train de grignoter les dernières secondes de cette émission. Pendant que nous disons Michel, jusqu'en mars, c'est quoi Michel s'occupe comment? Bah là, je reste un peu sur Cotonou. Il y a eu le match des Buffles le week-end dernier. Le week-end prochain, il y a les U20 qui commencent leur tournoi qualificatif pour la CAN. Voilà, et puis je rentrerai après à la fin de ce tournoi-là, passer quelques jours pour les fêtes de Noël en famille. Voilà, et puis après, j'attends de voir aussi quand est-ce que va débuter le championnat du Bénin. On espère tous que en janvier, on aura des bonnes nouvelles, en tout cas, et que l'activité pourra repartir pour eux. En attendant, il me reste tout mon travail de supervision et de détection à faire. Et le DTN, justement, c'est quoi? Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez déjà eu le temps de travailler avec le DTN par intérim? Oui, bon, bien, mais un DTN, c'est pas une DTN. Ah oui, c'est pas une DTN. Parce qu'il y a un DTN, il y a une DTN. Il y a un DTN. C'est pas encore pour l'instant, il est tout seul. Donc, il faut quand même apporter des ressources humaines autour de lui, et de façon à ce que le travail de fond puisse réellement commencer, que ce soit au niveau de la formation des cadres. Je pense que c'est un chantier prioritaire, c'est de faire des sessions de formation pour les entraîneurs pour qu'ils puissent accéder aux licences CAF. C'est un chantier prioritaire, parce que si on a des entraîneurs qui sont formés, qui développent des compétences, ça va s'en ressortir sur la qualité de leur travail, et ce sera au bénéfice des jeunes qui vont pouvoir faire des progrès, qui vont pouvoir être plus performants encore, et qui seront demain peut-être la relève pour le Bénin, quoi. Donc c'est tirer tout un pays vers le haut, ça passe par la formation des jeunes, et on le voit, je compare toujours un petit peu avec les pays où il n'y a pas une grande densité. Le Bénin n'est pas Nigeria avec un réservoir aussi important, mais en tout cas, il y a des pays qui travaillent très bien. Ça oblige à faire un travail précis et minutieux. Je cite toujours l'exemple des Pays-Bas, qui est pas un pays qui est très peuplé, mais qui est présent sur la scène mondiale très régulièrement, parce que depuis longtemps, ils font un travail extraordinaire avec les jeunes, et donc ils tirent le maximum profit de leur potentiel. Et je pense que c'est sur ça aussi que le Bénin doit prendre exemple. Il faut être très bon, il faut être meilleur que les autres en termes de formation, et pour ça, il faut s'y mettre. Voilà, merci Michel d'être passé dans nos murs pour ce numéro de Canal Sport de ce lundi. C'était un plaisir pour nous de vous avoir eu avec nous dans ce studio. On va se donner rendez-vous à bien d'autres occasions. Vous êtes le bienvenu toutes les fois que besoin se fera sentir dans nos studios ici, Michel. Merci. Pour nous apporter d'éclaircissement, d'éclairage quant, je dirais, à certains points d'ombre qui méritent d'être donc, je dirais,
rendu beaucoup plus compréhensible par vous et pour ceux et celles qui ont à cœur de voir les écuries du Bénin aller loin en termes de rendement sur le continent africain, pourquoi pas d'ici très peu, et bien sur le plan mondial, parce que nous sommes aussi engagés pour les éliminatoires du mondial à venir. Merci d'être passé dans ce studio. Mesdames, Messieurs, vous le constatez, terminus, tout le monde descend, c'est fini pour ce jour. Votre émission Canal Sport, merci à toute l'équipe de réalisation. Christelle était bien présente, Ali Moumouni, Francis Kokou, et puis la diffusion assurée par Hippolyte. C'était un plaisir pour nous de vous avoir tenu compagnie pendant 52 minutes. Rendez-vous est pris pour lundi prochain, sportivement vôtre.